Europe Matin, Patrick Cohen. Voici Jean-Philippe Ballas pour le journal. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Sommet climat aujourd'hui à Paris. Emmanuel Macron à la manœuvre pour trouver des financements. EDF annonce un vaste plan solaire, 25 milliards d'investissements sur 15 ans, 30 000 hectares de panneaux solaires. Comment faire? Le PDG d'EDF, Jean-Bernard Lévy, sera notre invité à 8h15. Les autres titres, Jean-Philippe. L'un arrive et l'autre part. Xavier Bertrand claque la porte des Républicains. Il ne veut pas de Laurent Wauquiez comme nouveau président. 2 millions de voyageurs concernés. C'est la grève ce matin sur les lignes A et B du RER. Un train sur deux, nous ferons le point. Un casque de réalité virtuelle, c'est Pôle emploi qui vous aide concrètement à trouver du travail. Et puis Johnny Hallyday repose désormais à Saint-Barthélemy. Nous irons sur place à la fin de ce journal. Lutter contre le réchauffement climatique, c'est aussi une question d'argent. Il faut trouver des fonds et c'est l'un des enjeux du sommet international qui se déroule aujourd'hui sur l'île Seguin à Boulogne-Billancourt, tout près de Paris. Chef d'État, chef d'entreprise, invité par Emmanuel Macron. Et en marge, une vingtaine d'associations qui manifestent ce matin place du Panthéon à Paris. Elles n'attendent pas grand-chose de ce énième rendez-vous. Nicolas Heringer travaille pour l'association 350.org, en croisade notamment contre les énergies fossiles. On constate de partout un décalage entre les discours et les actes, entre l'ambition de l'accord de Paris et ce que font réellement les États. Il y a une manière très très simple de réduire ce trou, c'est de mettre les combustibles fossiles en dehors de la table. C'est de dire on cesse de forer, on cesse de brûler, on cesse d'exploiter les combustibles fossiles. Et la première étape du coup, c'est qu'on cesse de les financer. Si ça c'est annoncé, alors ce sommet aura été une réussite. Mais malheureusement, on se doute bien que ce ne sera pas le cas. La France, la Banque mondiale, les pays du G20 continuent d'investir massivement dans l'industrie fossile. On en a assez des discours. Il est plus que temps de passer aux actes. Propos recueillis par Caroline Philippe. One Planet Summit, ou si vous préférez un sommet pour une planète, c'est donc le titre de cette grande conférence lancée par la France avec les Nations Unies et la Banque mondiale. Elle intervient 2 ans, jour pour jour, après l'accord de Paris. Accord moribond depuis que les États-Unis ont claqué la porte. C'est l'enquête du 8h. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour. Vous allez suivre cette conférence pour Europe 1. On a l'impression qu'il y a un monde aujourd'hui entre les discours d'il y a 2 ans et la réalité aujourd'hui. Oui, absolument. C'est simple. Il y a 2 ans, tous les pays du monde se sont mis d'accord pour la première fois pour adopter un accord international sur le climat et sur le réchauffement climatique. L'engagement, c'était de ne pas dépasser 2 degrés durant ce siècle. Mais aujourd'hui, la planète est sur une trajectoire de 4 degrés de réchauffement. Et puis, il y a l'aspect financier. Les pays développés se sont engagés à rassembler 100 milliards de dollars d'ici 2020 pour financer la transition. Mais selon plusieurs ONG, on est à 25 milliards seulement aujourd'hui, un quart du chemin. N'empêche, Laure d'Autriche, si mes comptes sont à jour, on a quand même 170 pays qui ont ratifié l'accord de Paris, 170 sur 195. Ça devrait faire bouger les choses, non ? Oui, c'est vrai, mais les engagements des États sont trop faibles aujourd'hui. Alors, il y a tout de même des initiatives positives, comme cette alliance créée il y a quelques semaines, alliance de 20 pays, dont la France, le Royaume-Uni, le Canada, pour sortir le plus vite possible du charbon. Mais globalement, la dynamique semble s'être essoufflée. Les émissions de gaz à effet de serre sont reparties à la hausse en 2017, parce que les pays ont beaucoup de mal à concilier croissance et énergie verte. Et l'an dernier, il y a eu 2 fois plus de subventions au charbon et au pétrole qu'aux énergies renouvelables. Bon, alors ce sommet aujourd'hui, Laure d'Autriche, il sert à quoi? C'est un point d'étape? Oui, comme vous le disiez, il y a une urgence à récolter des fonds publics et privés. L'enjeu aujourd'hui pour Emmanuel Macron, c'est d'inciter les grandes banques et les entreprises à réorienter leurs capitaux dans une économie verte. C'est ce que dit Pascal Canfin, le président du WWF. C'est en mettant le climat au cœur des marchés financiers qu'on arrivera à changer les choses. Par exemple, aujourd'hui, ça ne coûte pas plus cher à une banque de financer une centrale à charbon très polluante et des énergies renouvelables propres. L'idée, c'est précisément que ça lui coûte plus cher à cette banque et que donc elle ait un intérêt direct à aller vers des prêts verts à l'économie. C'est à ça qu'on pourra juger si c'est un succès ou pas. Et pour les ONG, pendant ce sommet, il ne faudra pas que ce soit simplement une façade verte, du greenwashing, comme le dit l'expression, où des entreprises à grand renfort de communication masqueraient le fait qu'elles continuent en parallèle à construire, par exemple, des 4x4 ou à investir massivement dans le charbon. Merci Laure d'Autriche. Vous étiez en direct de l'île Seguin où se tient aujourd'hui cette conférence internationale contre le réchauffement climatique. Europe 1, il est 8h05. Dans l'actualité également ce matin, une première crise pour Laurent Wauquiez chez les Républicains. Oui, à peine élu à la tête du parti, le voici qui encaisse un premier départ remarqué, celui de Xavier Bertrand. Il quitte les Républicains.
Un duel par écran interposé hier soir. Xavier Bertrand était aux 20h de France 2 et Laurent Wauquiez, invité sur TF1. Aurélie Herbemont. Pour sa première interview de patron de LR, Laurent Wauquiez assure qu'il va œuvrer pour le rassemblement, tendre la main. Au même moment, sur France 2, Xavier Bertrand claque la porte du parti. J'ai décidé de quitter définitivement les Républicains. C'est une décision qui n'est pas facile, mais qui d'une certaine façon s'est imposée à moi. Nous sommes dans une dérive, je ne reconnais plus ma famille politique, alors j'ai décidé de la quitter. C'est pas simple. Xavier Bertrand reproche à Laurent Wauquiez de ne pas avoir appelé à voter Emmanuel Macron contre Marine Le Pen. Il lui reproche aussi d'avoir parlé il y a quelques années du cancer de l'assistanat. Laurent Wauquiez, lui, dédramatise son départ. C'est son choix, je le respecte, je ne vais pas regarder dans le rétroviseur. Je regarde vers l'avenir. Et moi, ce que je veux, c'est faire émerger une nouvelle génération qui assume ses idées, mais qui assume juste de dire ce que trop souvent beaucoup de Français sont condamnés à penser tout bas. Son entourage est moins diplomate vis-à-vis de Xavier Bertrand qui ne s'est pas présenté à la présidence du parti. Un proche de Laurent Wauquiez lance après la lâcheté, le déshonneur. Aurélie Herbemont, RER-A, RER-B, vous faites peut-être partie des 2 millions de voyageurs qui empruntent ces lignes chaque jour, comme Marianne, aide-soignante à domicile, qui a bien du mal à rejoindre ses patients ce matin. Les gens m'attendent à domicile, donc ça m'impacte énormément. Vous avez vu sur le panneau d'affichage, il n'y a aucun horaire. Je suis avec mon portable en train de prendre les photos pour avoir quand même des preuves et de prévenir mon travail. D'autres collègues doivent s'organiser et me remplacer, quoi. Et vous l'avez compris, c'est la grève et la galère ce matin en Ile-de-France sur les lignes A et B du RER. Les syndicats dénoncent des méthodes de management agressives. Résultat, un train sur deux en moyenne. On va tout de suite à Noisy-le-Grand, à l'est de Paris, sur la ligne A, avec vous, Aurélien Fleureau. Oui, Jean-Philippe, ici on est loin, très loin des prévisions d'un train sur deux, puisque depuis 5 heures ce matin, seulement 3 RER sont passés en direction de Paris, de la Défense. Même les voyageurs qui avaient anticipé la grève réalisent qu'ils vont arriver en retard au travail. J'ai vu beaucoup de personnes comme Marianne, qu'on a entendu juste avant, qui prenaient en photo le panneau d'affichage comme une preuve pour leur employeur, panneau qui ne donne aucune heure de passage, alors que d'habitude, eh bien ici, il y a un RER toutes les 7 à 8 minutes. Sur le quai Bondé, on ne sait donc pas quand le RER va arriver, mais ce qui est sûr, c'est qu'il sera compliqué de tout simplement monter dedans, tellement ils se font rares. C'est la crainte de cette jeune maman poussette à la main qui doit déposer son bébé à la crèche juste avant d'aller travailler à la Défense. Elle a déjà anticipé le trajet retour ce soir en partant plus tôt du travail pour éviter la galère des heures de pointe. Bon courage aux Franciliens et merci Aurélien Fleureau. Dans l'actualité encore, la colère des parents contre Lactalis. Ceux dont les nourrissons ont été victimes de la salmonelle, 25 cas ont été recensés pour l'instant. Certaines familles veulent porter plainte d'ailleurs contre le géant mondial. Lactalis qui présente ses excuses et qui doit faire face aujourd'hui à une crise majeure. Plus de 10 millions de boîtes retirées de la vente et une usine fermée jusqu'à nouvel ordre, le site de Cran dans la Mayenne, où s'est rendu notre correspondant François Coulon. À l'usine de Cran, à l'arrêt depuis 4 jours, c'est l'Omerta, 550 salariés privés de parole. J'ai pas le droit de parler, pas de commentaires à faire, on gère au quotidien. À 200 km de là, dans un autre département, un ancien producteur de Lactalis est beaucoup plus disert. Frédéric se dit persuadé que le groupe laitier était au courant de la contamination depuis Belle-Lurette. Ça me met hors de moi parce qu'il ne faut pas me faire croire qu'il n'y a pas eu d'analyse de fait depuis des mois et des mois. S'il n'y avait pas eu ces cas décelés de bébés malades, je pense qu'ils savaient pertinemment que leur souche de salmonelle présente n'était certainement pas mortelle. Donc on laisse filer. Si ça peut passer sous silence, on ne l'aurait jamais su et cette contamination serait restée cachée. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Il y a quand même aujourd'hui suffisamment d'analyses faites sur les produits pour en connaître les contaminations. D'après le directeur général de la santé, des prélèvements internes en août et novembre dans une tour de séchage, pas sur les produits eux-mêmes, s'étaient révélés positifs aux salmonelles. Lactalis assure n'en avoir eu connaissance que la semaine passée. Cran, François Coulon, Europe. Il suffit de mettre un casque, ça se passe chez Pôle emploi. C'est un reportage de François Geffrier. C'est comme un stage d'observation pour découvrir un métier, sauf que cette fois, on reste dans les murs d'une agence Pôle emploi. On met des écouteurs sur les oreilles et un casque avec un écran devant les yeux. Et nous voilà plongés en 3
3 dimensions dans un décor de supermarché. Une volontaire teste cet outil de réalité virtuelle. Elle va découvrir le métier d'employé libre-service en rangeant des yaourts. Ah, je peux en prendre 2 à la fois, non? Absolument. Scannez l'étiquette. Vous voyez? Je suis pas douée. Hein. J'en ai fait tomber un par terre. Il faut le ramasser. Alors, sauf que là, regardez, vous avez, c'est du chocolat au lait. Vous les avez mis dans les chocolats aux noisettes. Eh oui, c'est précis. Le résultat est assez convaincant. Il faut se baisser, se relever, compter, arranger des rayonnages. En quelques minutes, on se rend compte de la réalité de cette profession. Pôle emploi a lancé aussi un coach virtuel pour préparer un entretien d'embauche. Explication d'Églantine Hector, chef de projet. Vous allez avoir des questions sur vous, vos qualités, vos défauts. Dans certains scénarios, elle va vous demander si vous avez des enfants. Donc, en gros, la bonne réponse, c'est d'expliquer que si sa question est de savoir si on sait conjuguer vie familiale et vie professionnelle, oui, on est très organisé. Au fur et à mesure de l'entretien, on gagne ou on perd des points en fonction de ce qu'on répond pour être fin prêt le jour où un entretien d'embauche se présente, cette fois bien réel. François Geffrier, l'actualité économique, ce sont aussi des soucis pour l'Airbus A380. Bonjour Daniel Fortin. Bonjour Jean-Philippe. Du journal Les Échos, Airbus qui envisage de baisser la cadence de production passerait de 12 à 6 appareils par an. C'est pas une bonne nouvelle. Non, ça veut dire qu'il n'y a plus de commandes et c'est surtout le dernier seuil de production possible. Si on descend plus bas, l'avion n'est tout simplement plus rentable à fabriquer. Alors ce serait un terrible échec pour Airbus. L'A380 n'a que 10 ans. À une époque, on en produisait jusqu'à 30 exemplaires par an. Aujourd'hui, on en est à 12 et surtout, les annulations sont désormais plus nombreuses que les prises de commandes. Dites-nous pourquoi il ne se vend pas, l'A380 ? Eh bien, il est à la fois trop gros et trop cher et surtout, cet avion a été lancé à un moment où seuls des quadrimoteurs étaient autorisés à traverser les océans. Depuis, les biréacteurs comme le Boeing 777 peuvent le faire. Du coup, il est beaucoup moins cher pour les compagnies et ça a été en quelque sorte le coup de grâce. Airbus rêvait à l'époque de vendre 1400 gros porteurs sur la durée de vie du programme. On en est à peine à 300 aujourd'hui. On peut parler d'échec commercial. Merci Daniel Fortin. Johnny Hallyday repose désormais au cimetière de Lorient à Saint-Barth. La cérémonie s'est déroulée loin des caméras. La famille, les proches et un peu plus tard, les habitants. Il y avait notamment Rosie. J'ai pu serrer Laetitia Hallyday dans mes bras. Elle m'a demandé de protéger son mari. Vous vous rendez compte? Et j'ai pu aller déjà aussi sur sa tombe. C'est magnifique, ça sent très bon, le lys, la rose. Johnny est déjà là-haut dans les cieux. Et j'étais tellement émue, émerveillée. Je n'ai regardé que les fleurs, le blanc, la pureté, la blancheur et la senteur. L'une des premières à se recueillir sur la tombe de Johnny Hallyday, Rosie, au micro de Mathieu Bock. Merci, c'était le journal de Jean-Philippe Ballas. Europe 1.